Nous recevons ce soir l'historienne Claire Ozias et l'écrivain Jacques Debeau, deux personnes particulièrement engagées en faveur de la connaissance et de la défense d'une énigme collective nommée tour à tour et selon les époques, bohémien, Rome, Romanichel, Tzigane, gens du voyage, une appellation que j'ai connue pour ma part dans mon enfance. Une entité tellement énigmatique aux yeux des États-nations au sens classique du terme, que ceux-ci se sont employés à la réduire en esclavage, à la persécuter, à la génocider, bref, à vouloir l'anéantir de multiples manières, au point que l'une des interrogations qui peut nous tarauder à juste titre ce soir, et qui va sans doute venir dans l'exposé ou dans la discussion, ce serait de savoir si l'acharnement contre les tziganes représente un cas de xénophobie à l'état pur, dont la persistance met à l'épreuve la conception de base de l'antiracisme contemporain, à savoir la lutte contre les préjugés et les stéréotypes. Voilà, j'ai grand plaisir à passer la parole à Madame Ozias, et Merci. puis voilà, sans doute serez-vous amenée à dialoguer avec Jacques Debeau et enfin avec nous-mêmes. Merci. Alors, bonsoir à tous. Ce que nous avons conçu en effet avec Jacques Debeau comme un dialogue, deux personnes, je vais essayer de m'y tenir. Je voudrais énoncer quelques éléments du cadre dans lequel nous aimerions intervenir. Et puis, il faudrait que vous nous donniez une durée de temps pour que nous puissions formater de sorte à ce qu'on ait le temps de débattre et qu'on ait des questions, pour pouvoir avoir un échange avec vous de questions. Donc, de combien de temps disposons-nous? Généralement entre 30 et 45 minutes, mais comme vous êtes à deux, peut-être, voilà, vous prenez un Oui, peu bien plus de sûr, temps, hein. au total. On a 1h30, 1h45 en tout, sans problème. 1 heure et parfait, très bien, voilà. Alors, nous avions proposé comme thématique aujourd'hui comment combattre l'antiziganisme, parce que vous avez déjà eu une session avec nos collègues qui ont, semble-t-il, défriché le terrain et déjà présenté un certain nombre de généralités, de prérequis sur la question des tziganes, et donc nous ne voulions pas recommencer encore une fois des choses que vous connaissez déjà. Donc, comment combattre l'antiziganisme? Autant vous dire que poser cette question, c'est s'avancer beaucoup, car en ce qui concerne le racisme, que tout le monde connaît, on a beau le combattre et il a beau être bien connu, il est toujours présent. Donc, je pars avec une question déjà battue d'avance, car comment combattre l'antiziganisme? Eh bien, nous avons peu de chances d'arriver au bout. Alors, il n'existe pas de définition claire de l'antiziganisme. C'est plutôt une notion, je dirais, empirique, qui est actuellement en train de s'élaborer depuis le milieu depuis 2000-2005, quelque chose comme ça. Cette notion s'élabore essentiellement au plan européen, dans les institutions européennes, Conseil de l'Europe, Commission européenne, etc., par des groupes de consultants qui sont faits d'associations diverses et de militants roms, eux-mêmes membres ou non d'associations, de toute l'Europe. Et ce sont eux qui sont les moteurs de toute cette problématique, tout comme d'ailleurs l'ensemble des questions relatives aux Roms pour toute l'Europe. Donc, il n'existe pas de définition arrêtée de l'antiziganisme et d'une manière générale, on se contente de considérer qu'il s'agit d'un racisme anti-rom. Peut-être là-dessus, Jacques Debeau, voudrais-tu intervenir? Oui, bonsoir. Bonsoir à chacun d'entre vous. Vous me voyez, je pense, maintenant? Oui, Tout va bien alors? tout va bien. Tout va bien. Le contact est bien en route.
l'antiziganisme, il a fallu, si vous voulez, cet après-midi, dans un échange avec Claire, nous disions, je lui avais dit, au commencement était le verbe, vous savez, dans les Écritures. Et nous, il a fallu commencer sans le verbe, en fait. La chose n'était pas nommée, elle n'était pas définie juridiquement ni nationalement, pas juridiquement au plan européen, pas juridiquement au plan français. Donc, combattre cet antiziganisme qui est en fait mal défini, c'était pas évident, sauf que s'il n'était pas nommé, nous avions surtout moi-même en tant que gens du voyage, manouche, en fait une expérience très longue de cet antiziganisme pour l'avoir subi, compris, analysé et combattu à partir du moment où j'ai été en capacité de le combattre véritablement par des propos intellectuels ou des propos militants. Et en fait, l'intérêt, c'est déjà, tout est vague, si vous voulez. On n'a pas la définition de l'antiziganisme. La définition du mot tzigane, quand vous interrogez qui que ce soit, il est à peu près incapable de vous le donner. On nous interroge qui sont les tziganes en permanence, alors que n'importe où sur la planète, si vous parlez des Amérindiens et que vous expliquez que parmi les Amérindiens, il peut y avoir des Sioux, des Comanches, des Apaches, plus au sud, jusqu'en Amérique du Sud, tout le monde comprend. Quand vous expliquez que les Tziganes, il y a des sous-groupes qui sont des Manouches, des Gitans ou des Calais, des Sinti, ainsi de suite, les gens devraient pouvoir comprendre, mais ne le retiennent pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez curieux, cette insécurité lexicale permanente avec nous que nous ressentons et que, quelque part aussi, sans victimiser, nous subissons quand même. Je vais peut-être laisser... Donc, je reprends. Il s'agit donc d'un racisme anti-Rome. Et sur le racisme, je suis retournée à mes classiques pour essayer de savoir de quoi on parle. Et celui que j'ai trouvé le plus satisfaisant à l'heure actuelle, c'est Albert Memmi, tout simplement. Albert Memmi qui me donne un essai de définition. Le racisme est la valorisation généralisée et définitive de différences, réelles ou imaginaires, au profit de l'accusateur et au détriment de sa victime afin de justifier une agression. Alors, je me base sur Albert Memmi et je pars de cette définition pour m'étendre du côté plus spécifiquement des Roms. Je vous précise que lorsque je dis Roms, j'inclus la totalité de tous les groupes européens existants dans cette catégorie-là. Donc, l'antiziganisme, comme je vous ai dit, relève d'une lutte internationale. Il y a eu des rapports, et j'en ai un sous les yeux que je vous recommande si vous pouvez vous le procurer, qui est publié par l'Union européenne et qui s'appelle, je vous le montre si vous arrivez à le voir, Anti-gypsisme, alors c'est en anglais, anti-ziganisme, un papier de référence, et qui essaye de donner des définitions et quelques arguments. Alors, nous allons entrer en plein stéréotype, évidemment. Alors, quels sont ces stéréotypes? Ce sont des stéréotypes qui sont parfois communs avec l'ensemble des autres racismes et parfois tout à fait spécifiques. Par exemple, lorsque on a accusé des tziganes de voler des enfants, par exemple. Or, c'est un exemple typique que l'on connaît très bien avec les Juifs. On a souvent accusé, dans l'histoire, je veux dire, ancienne, les Juifs de voler des enfants. Donc, c'est typiquement un type de rumeur violente et agressive, d'agression en quelque sorte, qui est commune avec d'autres
racisme. Mais il y en a d'autres qui sont singuliers. Par exemple, les voleurs de poules, ce fameux voleur de poules. Donc peut-être là, Jacques, tu peux en dire beaucoup plus que moi sur ces stéréotypes discriminants. Concrètement, ce stéréotype, c'est celui qui vient à l'idée des gens quand ils nous demandent, ainsi tu viens de le faire clair, tu viens de l'énoncer, clair, c'est voleur de poules. Alors, ça correspondait à une époque et en fait, ce stéréotype, lui, il reste un peu pour la forme, mais sur le fond, sur la pratique, il a complètement disparu. Ce dont il faut prendre conscience, parce que on n'est pas là pour l'éternité, personnellement, et c'est que l'antiziganisme s'est modernisé par les réseaux sociaux. Il s'est entièrement modernisé et renouvelé. Il prend en fait des formes contemporaines sur des stéréotypes anciens. Pour être concret, l'accusation d'être des propagateurs de maladies ou des empoisonneurs de puits, nous l'avons retrouvé très fortement en 2020 à l'occasion du Covid et des blocages de la société en même temps. À ce moment-là, il y a eu chez les Tziganes, si vous voulez, une peur très intense d'être, ce qui s'est plus ou moins passé dans des pays comme la Hongrie, d'être cerclés dans des lieux de relégation gardés par l'armée. Il y a eu en France, en plus, à l'occasion d'une convention évangélique à côté de Mulhouse, une propagation du virus qui a ensuite essaimé parce que c'était des évangéliques et il y a nombreux tziganes évangéliques. Et à ce moment-là, la propagation dans les premiers jours de mars 2020, la propagation était le fait des tziganes. Alors, il y a eu un peu de terreur et tout ça. Il y avait beaucoup de craintes. Nous avons monté tout de suite en urgence, quand je dis nous, t'es deux, nous avons monté tout de suite en urgence un site sur Facebook qui s'appelait l'aire d'accueil des hérissons confinés, dans lequel nous avons donné toutes les informations possibles, disponibles sur Internet, et afin de calmer les rumeurs et de rassurer nos gens. C'est une expérience extraordinaire pendant laquelle nous avons vu apparaître dans des sortes de coming out, de out coming, je ne sais plus exactement comment on dit, de révélations de gens qui nous disaient « mais moi je suis médecin, moi je suis infirmière dans tel hôpital, je suis aux urgences, moi je suis aide-soignante, moi je suis femme de ménage dans l'hôpital », ainsi de suite, et qui nous ont expliqué la réalité. Et nous avions à cœur de diffuser des nouvelles à chaque fois. Ça, c'est un côté, l'aspect médical. L'autre aspect, c'est plus tant les poules qui va alimenter l'antiziganisme. À l'heure actuelle, c'est le fluide. Le fluide, c'est-à-dire les vols d'électricité. Donc, nous avons en permanence, chaque jour, des dizaines de tweets qui disent voilà, l'électricité augmente, moi je vais faire comme les manouches, je vais me brancher avec des piquages sauvages, je ne vais pas payer l'électricité, eux ils ne payent pas l'électricité, eux ils ne payent pas l'eau, eux ils ne payent pas ci, ils ne payent pas cela. Donc c'est en permanence ce type de stéréotype. Un autre stéréotype, je vais être rapide pour ne pas trop monopoliser la parole, c'est la description permanente des voyageurs, gens du voyage, Manouche, Gitans et ainsi de suite, Roms, comme des mendiants, comme des gens qui demandent, c'est-à-dire en fait comme des prédateurs, mais qui n'apportent rien. Il n'y a pas d'échange. Donc, on les représente constamment, si vous voulez, avec la main tendue. Et à cette main tendue, on ne tendra pas la main. C'est-à-dire qu'en fait, comme ils n'apportent rien, il n'y a plus de contrat social et la société majoritaire n'aurait à l'égard de cette société minoritaire, de tous ces gens-là, absolument
aucune nécessité, si vous voulez, à s'occuper d'eux, parce qu'il n'y aurait pas de solidarité à avoir et qu'on les laisse crever ou qu'on les chasse et qu'on les peine à l'extérieur. On ne partagera pas l'espace avec eux, on n'en veut pas dans la ville, on les met dans des zones de relégation, on n'en veut pas dans notre société parce qu'ils sont accusés de piquer les fluides, de ne pas payer d'impôts. Et tout cela est formidablement entretenu, je vais un peu vite, mais formidablement entretenu par les réseaux sociaux. Si vous prenez, et c'est tout un travail que nous aurions besoin de mener avec les universitaires, si vous prenez les référencements, qu'est-ce que les gens du voyage, qu'est-ce que les manouches, qu'est-ce que les gitans, les réponses qui sont sur les moteurs de recherche sont absolument hallucinantes. On a bien connu ça avec les Juifs. Donc, quand on demandait qu'est-ce qu'un juif, et ceci et cela, on avait les juifs les plus riches, les juifs qui ont fait ci, les juifs qui ont fait ça. Et ils ont réussi, beaucoup mieux que nous, à demander des déréférencements, c'est-à-dire qu'ils ne soient plus référencés de cette façon-là, parce que la plupart des gens n'y comprennent rien, vont sur le moteur de recherche, comme ils ont bobo un doigt, ils ont bobo une jambe, ils vont sur le moteur de recherche pour voir ce que c'est d'avoir mal à la jambe, ils ont bobo à leur tzigane, ils vont sur le moteur de recherche, ils cherchent gens du voyage et ils trouvent des choses absolument abominables. Donc, ce n'est pas que, en fait, des gens qui sont volontaires, qui sont militants d'une cause anti-tzigane, il y a aussi tout un appareil passif contre lequel personne ne fait rien, surtout pas l'État, qui est sur la toile, et c'est la toile des vaisseaux les plus noirs qu'on puisse imaginer. Donc, nous avons tout cela à assumer, si vous voulez, à voir en face de nous pour ce qui concerne les stéréotypes propagés et modernisés actuellement sur la toile. Alors, je continue sur comment combattre l'antiziganisme. Ceux qui font leur boulot, ce sont les institutions européennes. Mais ce qui me frappe depuis 30 ans, j'ai fréquenté les institutions européennes sur la question des Roms, c'est que la société et les citoyens n'en savent rien. C'est-à-dire qu'il y a un travail extraordinaire qui est fait dans ces institutions, mais ça n'a aucune implication sociale chez nous. Donc là, il y a des quantités de manuels, des quantités de recommandations, de résolutions, de décrets, de lois, d'études, si on peut appeler ça des études, mais enfin bon, au plan européen, mais ça n'a aucun effet dans la société française, ni chez les citoyens, ni chez les militants, et très très peu chez les gouvernants. Donc comment combattre ? Il existe des outils, ces outils sont européens, mais il n'y a pas que cela. Combattre l'antiziganisme, je pense que ça engage plusieurs plans, en fait, de réalité et de lutte. Celui dont j'aimerais vous parler juste une minute, à vous précisément, réseau de recherche antiraciste, c'est la question des intellectuels et de la recherche universitaire. Car j'ai fait des découvertes stupéfiantes sur ce chapitre-là en travaillant sur la question des Roms depuis 1990. Je provenais d'un autre domaine de travail puisque j'étais historienne d'histoire sociale, du mouvement social 19e siècle et 20e siècle, et je débarque sur des questions d'histoire sociale dans le domaine tzigane. Et je trouve quoi ? Une sorte de terre brûlée, un champ sauvage dans lequel il existe quelques ouvrages de qualité, mais d'une manière générale, les connaissances sont abandonnées en quelque sorte au travail social et aux travailleurs sociaux, et tout le monde se transforme en généraliste sur tous les sujets, et tout tziganologue est censé être capable de répondre surtout à propos des tziganes. Toutes les époques historiques, toutes les questions, la science, la médecine, la biologie, la génétique, l'histoire, la géographie. Donc, il n'y a pas dans le domaine tzigane de recherche universitaire de poids. On n'en a pas. On a, je peux vous citer, bien entendu, quelques références. Il y a des bonnes choses, la question n'est pas là. Mais on n'a pas de Lévi-Strauss
chez les Tziganes. On n'a pas d'esprit fortement musclé, politiquement et intellectuellement et conceptuellement forgé pour pouvoir remorquer cette question sur la scène intellectuelle et l'opinion publique. Car dans les années 60, souvenez-vous-en, vous avez trouvé ça, vous avez tous l'air d'être très jeunes, mais vous trouvez ça dans les bibliothèques, il y avait Jean Mallory avec une collection d'ethnologie qui s'appelait Terre humaine, où n'importe quel anthropologue parlait d'une petite communauté, en effet, amérindienne, et hop, tout le monde les connaissait et ça intéressait tout le monde et ça remorquait la solidarité autour de ces gens-là. Donc, avant d'en venir à la solidarité, nous avons besoin de ce corpus qui est de recherche et cela, nous ne l'avons pas. Aujourd'hui, les choses sont synthétisées autour d'une revue qui s'appelle Études Tziganes, qui est une revue de travail social. Nous n'avons pas de recherche acceptable avec les standards habituels au niveau universitaire et intellectuel. Donc ça, c'est un appel qui vient du cœur, que j'ai examiné sous tous les angles pendant de nombreuses années. Voilà, donc nous avons eu de grands savants dans le domaine tzigane, ils étaient tous des linguistes. Les grands savants mondiaux du domaine tzigane, que ce soit français ou britanniques ou américains, étaient tous des linguistes. Eux étaient des savants mondiaux, absolument. Mais c'est tout. On a très peu de choses en histoire, au sens des historiens normaux, on a en géographie, etc., etc. Donc ça, c'est un problème. Pour combattre l'antiziganisme, on a aussi besoin des outils intellectuels. Ça, c'est premièrement. Ensuite, combattre l'antiziganisme, comme tous les racismes, eh bien, il y a les associations de droits de l'homme et antiracistes. Or, sur ce chapitre, Jacques Debeau peut témoigner qu'on est très loin du compte. C'est bon, clair. Je peux. Ouais. Merci de m'inviter à en parler. Une remarque que j'ai déjà exprimée en public est la suivante. Que ce soit un film, que ce soit une conférence, que ce soit une réunion, une exposition de photographie, la promesse, l'argument pour amener le public à s'y intéresser est toujours, systématiquement, ça va changer votre regard. Changez votre regard sur les Tziganes. Changez votre regard sur les Roms, changez votre regard sur un tel et un tel. C'est changer le regard. Alors, c'est étonnant parce que si ce regard doit absolument changer, si vous ne mettez pas ça, vous n'avez pas le public qui vient voir votre exposition, qui vient voir votre film, qui vient écouter votre conférence. Donc, si ce regard doit absolument et toujours changer, c'est sans doute que quelque chose, la société majoritaire a tout à fait pris conscience du fait que le regard qu'elle pose sur les Tziganes n'est pas bon. N'est pas correct, est assez faussé. Alors ça, c'est une vraie question et aussi longtemps qu'on nous proposera de changer notre regard, c'est qu'il restera énormément de travail à faire. En ce qui concerne les ONG dites antiracistes, c'est désastreux. Pas toutes. Ça vient. Il a fallu un peu tirer les sonnettes, mais ça vient. Et pour l'essentiel, c'est une véritable caricature. C'est-à-dire qu'en fait, les ONG antiracistes, surtout depuis quelque temps, elles s'occupent des problèmes à proportion du corps électoral que peut représenter les gens, les minorités. Un néologisme, c'est un mot assez moderne que j'emploie peu ou pas, avec beaucoup de précaution, les minorités dites racisées. Ah. Donc, si ces minorités sont racisées, on va les prendre en charge au niveau des ONG dites antiracistes, mais à condition qu'elles pèsent un poids électoral
et c'est souvent le cas, si elles pèsent un poids électoral assez conséquent. Et là, on obtiendra à la fois des adhérents, des approbations sur les réseaux sociaux, des likes, si vous voulez, et on va pouvoir travailler comme ça. Mais en ce qui nous concerne, nous, déjà, ces ONG, la plupart, pas toutes, il y a la LICRA nous donne assez couramment la parole, même couramment la parole, et nous permet de nous exprimer. Et nous avons des dialogues, des échanges, c'est parfois, enfin, c'est constructif, quoi. Mais les autres nous ont confisqué notre parole depuis longtemps, depuis l'époque où nos parents, parce que moi j'appartiens à une génération, je suis né en 55, c'est pas un secret, j'appartiens à une génération dont les parents n'étaient pas scolarisés. Donc notre parole, elle a été confisquée à la fois par ces ONG antiracistes et par des organisations très, très largement, très grassement subventionnées, dites amis des Tziganes. C'est-à-dire que l'État a pris l'habitude, l'État, les autorités, les médias aussi, les chaînes de télévision, sont habitués, si vous voulez, à mettre un espèce de sas sanitaire entre eux-mêmes et Tziganes avec ces intermédiaires ou ces médiateurs. Donc, on a, de ce fait, très régulièrement, des gens un peu fantaisistes qui s'autoproclament porte-parole des Tziganes, porte-parole des Gitans, porte-parole de ceci, porte-parole de cela. On a d'autres qui montent le système associatif dans des associations dans lesquelles il n'y a qu'eux-mêmes. Ils sont 1, 2, 3 copains pour faire un bureau et c'est bon. Et ces gens-là disent ou prétendent parler au nom des Tziganes. L'État ne fait pas rien. Le montant des subventions accordées chaque année à ces associations dites amies des Tziganes, c'est en centaines de milliers d'euros. L'ensemble est en millions d'euros. Ces gens-là ne nous parlent pas, ne nous prennent pas au téléphone. Quoi qu'on fasse, ils ne s'occupent pas de nous et ce sont des organisations qui ne foutent pratiquement rien. De temps en temps, elles mettent en place un événement, si vous voulez, elles mettent en place un événement où on va trouver le moyen de mettre, maintenant c'est devenu, on a assez régulièrement, tous les ans, tous les 2 ans, une stèle commémorative, on va faire travailler un artiste ami, et puis on dira comme ça dans son bilan moral qu'on a fait quelque chose. Mais il n'y a pas de dialogue entre nous, il n'y a pas de considération, il n'y a pas d'invitation à parler, si vous voulez, et c'est comme ça depuis des années. Juste un mot, en ce qui concerne nos rapports avec les universitaires, moi-même, quand j'ai commencé à m'exprimer publiquement à travers les blogs, par le moyen de l'Internet, les universitaires, moi je les ai un peu secoués. Je leur ai dit, il y avait à l'époque un groupe qui s'était appelé Urbarom, d'universitaires, et qui, on faisait gentiment des colloques entre soi, on nous invitait jamais à prendre la parole. Je les ai secoués, j'ai écrit des articles un peu au vitriol contre tout ça, et les choses se sont améliorées. Il y a eu, non, avec certains, ce n'est pas possible, mais de plus en plus, nous avons néanmoins des dialogues avec le monde universitaire, qui s'en trouvent très heureux. Nos confrontations, je ne parle pas de confrontations, nos dialogues sont parfois, même avec l'ami Claire, parfois un peu rudes, un peu rugueux, parce que le point de vue d'un militant ou le point de vue de quelqu'un qui vit ça au quotidien depuis des dizaines d'années n'est pas le même que le point de vue beaucoup plus distancié, beaucoup plus nuancé d'une historienne comme Claire, mais néanmoins, il y a un domaine où ce n'est pas désespérant, où ça avance, c'est avec le monde universitaire, les jeunes, et ça va assez bien. Mais en ce qui concerne les ONG, pardonnez-moi ma brutalité, c'est du foutage de gueule. Je veux dire, c'est du mépris permanent de leur part. Ce sont des choses très, ne m'en voyez pas, mais très parisiennes, la Roma Pride, des choses comme ça, où ils obtiennent des subventions incroyables pour faire rien, strictement rien,
et tenir le micro tout l'après-midi. Donc, et ceux-là deviennent les interlocuteurs de l'État. Parce que plus tard, nos petits blogs, tout ce fouillis qui est sur la toile n'existera plus. Mais on regardera, si vous voulez, par exemple, les rapports parlementaires, même si ils ont la réputation de terminer dans des tiroirs. J'ai été assistant parlementaire pendant de nombreuses années. Les rapports parlementaires, eh bien, qui est-ce que l'Assemblée nationale, le Sénat, invite à s'exprimer? Ce sont ces ONG et ce sont ces associations et fédérations dites amies des Tziganes. Mais les Tziganes eux-mêmes, qui seront que militants ou qui ont pourtant une expression reconnue, admise, on a des centaines de gens qui nous suivent et tout ça, ces gens-là, on ne les invite pas. Donc notre parole à nous, si vous voulez, elle n'est pas entendue. À la fois, comme le disait Claire dans sa présentation, nous sommes invisibilisés, nous sommes invisibles ou difficilement perceptibles, et nous ne sommes pas pris en compte, et en même temps, nous ne sommes pas entendus. Donc, voilà, il ne faut pas se désespérer. Il faut le faire pacifiquement, mais pour renverser la montagne, je dois dire que c'est parfois désespérant. Alors, si je peux continuer, l'autre niveau, l'autre plan de réalité dans la lutte contre l'anti-tsiganisme, c'est évidemment le mouvement des intéressés eux-mêmes. Car là où on a un problème, c'est qu'il y a des gens qui s'expriment personnellement, rarement collectivement, mais il y a beaucoup de gens qui s'expriment. Il y a beaucoup de personnes issues du monde des Tziganes qui s'expriment individuellement, mais collectivement fort peu, de telle sorte à ce qu'il apparaît socialement comme une grande faiblesse, il n'y a pas de parole collective, publique, de poids, telle qu'on soit obligé de les entendre. Ça, c'est un problème, car on ne peut pas non plus s'émanciper à la place d'autrui. Il y a des choses que personne ne peut faire à la place d'autrui. Mais dans ces cas-là, il y a une chose à laquelle j'ai réfléchi depuis longtemps, si on n'a pas de mouvement collectif, comme on a eu Martin Luther King aux États-Unis, bon, il reste la possibilité qu'il y ait une voix, deux voix, trois voix qui s'élèvent et qui soient un peu connues et qui puissent servir comme ça un peu de flambeau pour les autres. C'est le rôle notamment des écrivains. Jacques Debout est un écrivain. Et par exemple, si Jacques Debout trouvait un éditeur, eh bien, je pense que ça permettrait de faire avancer un peu la parole entendue dans ce pays des Tziganes, disons. Donc, on a un problème en ce qui concerne la représentation collective des personnes intéressées. On ne peut pas parler à leur place, même si certains le font, mais on ne peut pas parler à leur place et encore bien moins, encore une fois, se mettre en mouvement à la place des personnes intéressées. Donc là, on bute devant une réalité. Voilà. Mais ce que je me permets d'avancer, c'est que, si j'ai bien compris, les personnes issus du milieu tzigane, qui se sont élevés dans la hiérarchie sociale et qui occupent de nos jours en France, des citoyens français bien entendu, des emplois de cadres très alphabétisés, hautement alphabétisés, etc., ne parlent pas au nom des tziganes, ne veulent souvent pas se faire connaître en tant que tels. Par exemple, j'ai appris, il y a déjà longtemps, qu'il existe un professeur de sociologie dans une université française qui est gitan. Jamais on ne l'a entendu s'exprimer à ce sujet. Donc là, on a bien sûr un problème avec les collectivités. Il faut faire avec cette vacance-là, en quelque sorte, de représentation. Il faut faire avec et espérer qu'avec les jeunes générations, les choses s'améliorent. Voilà. Il y a d'autres pays, par exemple en Roumanie, en Hongrie,
en Yougoslavie, ex-Yougoslavie, les Roms sont entendus collectivement. Ça ne veut pas dire que tout le monde parle d'une seule voix, loin s'en faut. Mais ça forme tout de même, l'ensemble de toutes ces voix forme tout de même un ensemble collectivement reconnu. Et c'est cela que la France, en Espagne, alors là, en Espagne, on a des modèles extraordinaires de militantisme des gitans au plan aussi bien national que local, partout, c'est remarquable en Espagne. En France, on a un problème avec ça. Peut-être que Jacques peut insister sur ce point. Oui, nous sommes dans un pays, si vous voulez, où indépendamment de nos sentiments, nos orientations politiques personnelles, on est quand même, l'exemple ne vient pas d'en haut. Chacun a connu les déclarations calamiteuses de Manuel Valls sur notre culture, la culture des Roms, qui n'existerait pas. Voilà. Le président de la République lui-même. Alors, je suis un peu gêné, mais j'ai écrit un article dans Libération à ce sujet. Pendant la période Gilets jaunes, il y a eu un incident assez grave quand même. Un champion de boxe qui est un peu cousin avec moi. C'est un peu la famille c'est beaucoup la famille de ma grand-mère. Je ne le connaissais pas par ailleurs. Christophe Détinger, ce champion de boxe, dans la manifestation, il a pris un coup de calgon, un coup de colère. Il a boxé les forces de l'ordre. Ça lui a valu beaucoup d'ennuis. Bon, ça, c'est le fait divers. Voilà, ça aurait pu être lui ou un autre. Alors, on passe dessus. Mais à ce moment-là, quand il s'est défendu, enfin, on ne le retrouvait pas, et son avocat a fait un communiqué. Et le président de la République, et c'est en cela, c'est vraiment, je trouve ça épouvantable, effarant. Le président de la République lui-même a dit le communiqué du boxeur, c'est pas lui qui l'a écrit, c'est un avocat. Un gitan ne s'exprime pas comme ça. Ah bon, alors, donc, il n'a pas la voix d'un gitan, elle n'a pas cette valeur-là. Donc, un gitan ne s'exprime pas comme ça. On a revu ça récemment avec Mme Cabana et le sénateur Marseille, qui compare l'Assemblée nationale à un camp de gitans. Voilà. Et rien, pas de sanctions, on promet de porter plainte. Là, juste un petit intermède, mais Claire a parfaitement raison. Si on n'a pas une connaissance de fond, si on n'a pas les fondamentaux de cette question de Ziane, comment fait le juge pour se forger une opinion? Il va y aller au doigt mouillé, c'est bien, c'est pas bien, la législation, l'antiziganisme, c'est quoi? Enfin, tout est vague, et donc, on ne va pas toujours demander au juge d'écrire ce qui est bien et ce qui est mal. On peut avoir des débats de société. Ils en ont lancé un sur ce débat de société. La réponse, elle a été assez molle, si vous voulez. Quand Mme Cabana, la journaliste de BFM TV et le sénateur Marseille traitent de cette façon, parce qu'il y a le contenu des mots de camp de gitan, j'aimerais dire à Mme Cabana que je peux lui présenter un jeune homme qui a une entreprise et qui réussit très, très bien, et il a fait l'ESSEC. Tout le cursus de l'ESSEC, c'est un manouche. Il a fait tout le cursus de l'ESSEC, il a parfaitement réussi, il a monté une entreprise, elle marche bien, et l'ESSEC était dirigé par le mari, M. Blanquer, qu'on a connu comme ministre, et qui était le mari de Mme Cabana. On peut lui présenter à cette personne, à d'autres, si vous voulez, des gens qui sont d'origine, gens du voyage, diverses les unes des autres, et qui sont vétérinaires, qui sont médecins, qui occupent, si vous voulez, ce qu'on appelle les CSP, maintenant les catégories socio-professionnelles les plus importantes. Et on peut aussi leur présenter des gens
tout à fait simple, tout à fait humble, extrêmement sympathique, extrêmement généreux, extrêmement bien vu des gens qui les connaissent, parce que ce pas des sauvages, ils vivent aussi dans des communes, dans des campagnes, dans des lotissements, et qui sont des gens, dits gens du voyage ou Ziyan. Donc, ces gens-là existent, mais cela, ça n'intéresse personne. Ce n'est pas événement, ce n'est pas sujet à événement, ça ne fait pas de buzz, donc ça n'intéresse personne. Mais une grande partie de la... Parce que les Tziganes, en France, on les réduit, en fait, aux gens du voyage qui voyagent, aux itinérants, c'est-à-dire sont en caravane. Mais si nous sommes une minorité d'environ 400 000, 500 000, il y a des chiffres là-dessus, il y a des chiffres, il y a des petites batailles de chiffres aussi, 400 000, 500 000. Il faut savoir qu'il y en a un tiers, un gros tiers qui est sédentaire, un tiers qui est semi-sédentaire, qui va naviguer l'été, et un tiers qui est itinérant. Donc voilà, dans tous ces gens-là, y compris dans les itinérants, bien évidemment, il y a des gens absolument intéressants, très cultivés et qui ne méritent pas, si vous voulez, cette opprobre systématique et continuelle. Sur les livres, très rapidement, merci Claire, enfin merci, c'est gentil d'en avoir parlé, mais quand vous écrivez un livre chez Tziganes, vous faites passer le bouquin aux manouches du coin, parce qu'ils savent lire et ils aiment lire, si vous voulez. Vous faites passer votre manuscrit aux manouches du coin, à votre cousin, à votre cousine, à un tel qui voudrait le voir. Oh, il vous dit, on s'y retrouve complètement, on est heureux, on s'y reconnaît, c'est bien, continue, et tout ça. J'ai écrit un article dans Mediapart il y a moins d'une semaine. Je le trouvais moi-même un peu roboratif, un peu long, avec un langage un peu compliqué. Et ils le partagent tous. Et ils me remercient de l'avoir écrit. Ils le partagent très. Ils sont très nombreux à le partager. Et peut-être que ce que dit, je l'utilise, puisque cette citation, pour moi, elle me réconforte. Hannah Arendt disait que parfois, une histoire bien racontée, c'est l'équivalent d'une thèse. Et dans ces histoires bien racontées, l'exemple que je pense vous connaissez, c'est l'héritage de Cavana. C'est une thèse sur l'Italie et sur les migrants italiens en France. C'est une thèse, c'est un ouvrage qui lui a permis à lui d'assurer un peu ses vieux jours, un peu mieux que ce que lui réservait le courant, si vous voulez. Mais de cela, quand vous écrivez sur les Tziganes et que vous l'envoyez à M. Gallimard, à M. Seuil, à M. un tel, les grands éditeurs, cher monsieur, nous avons lu avec beaucoup d'intérêt, je pense qu'ils l'ont lu, votre manuscrit, mais il ne correspond pas à notre ligne éditoriale. Jamais, correspond jamais. Donc au bout d'un moment, quand vous êtes pas riche, parce que pas en CSP++, quand vous n'êtes pas riche, et chaque manuscrit vous coûte tant d'euros, l'envoi tant d'euros, et ainsi de suite, vous n'envoyez plus de manuscrits. Donc, les manuscrits restent dans vos tiroirs. Bon, c'est le sort de milliers de gens qui écrivent, mais pas le moindre intérêt. Alors qu'on a, je sais pas, enfin, je ne suis pas venu là pour faire la publicité, mais la plupart du temps, la plupart de mes articles dans le blog Mediapart sont remontés en première page. Ils reçoivent 250, 300 billets de blog par jour. J'en ai écrit peut-être 80. J'écris doucement, je veux dire. J'en ai écrit 80. Presque tous sont remontés. La plupart sont remontés en première page. Les plus lus, les plus commentés. Il y a un lectorat. Il y a, sur cette question de Tziganes, un lectorat. Il y a des gens qui s'intéressent à la question. Et si l'écrit est de pas trop mauvaise qualité, il aura un certain succès. Mais comment convaincre les éditeurs? On n'a plus Cheval d'orgueil, c'était pas une thèse. Oui, c'est ça. Dans la collection Plomb, Terre humaine. C'était pas une thèse, mais c'était une histoire bien racontée. Ma chère Claire, à vous. Non, mais peut-être qu'il est le moment, je ne sais pas, dites-nous, peut-être d'engager des questions, qu'on puisse répondre. Qu'en pensez-vous
les uns et les autres. Comme vous le sentez, est-ce que vous avez prévu de développer davantage ou... Oui, mais au fil de la discussion, si j'ose dire. Est-ce que... On peut développer davantage, mais je pensais que ça pourrait se faire plus aisément au fil de la discussion, des échanges avec vous. Comme vous voulez. Qui souhaite poser... Oui, Emmanuel de Bonneau. Pardon, j'ai été le plus rapide, mais je veux pas forcément. Bon, enfin, voilà. Bon, moi j'avais une question qui était sur les stéréotypes, parce que je trouve que c'est toujours effectivement la base. Et je me demandais, parce que je confesse une très mauvaise connaissance, comme beaucoup, et vous en avez aussi un peu expliqué les raisons, mais une faible connaissance du monde zigane. Est-ce qu'on a affaire aussi à si on fait du comparatisme avec les autres formes de racisme ou avec l'antisémitisme, comme vous l'avez d'ailleurs fait pour la question des enfants, etc., ou des maladies, est-ce qu'on a affaire aussi à des stéréotypes qui sont mondialisés? C'est-à-dire qu'on va retrouver effectivement à travers, partout où il y a des communautés de tziganes. Et une deuxième question, mais enfin, là-dessus, moi, j'ai jamais rien entendu de tel, mais est-ce qu'il y a une notion de complot qui peut exister, de complot de tziganes, quelque chose de cet ordre-là qu'on trouve évidemment dans l'antisémitisme, mais pas seulement, qu'on trouve aujourd'hui à travers d'autres fantasmes comme le grand remplacement pour les musulmans, par exemple? Alors, à mon avis, sur la question du complot, il n'y a pas. Il n'y a aucune sorte d'équivalence avec l'antisémitisme. Parfois, on va trouver une petite angoisse, un fantasme de tout petit complot. Par exemple, il y a 5 ou 10 ans, je ne sais plus, il y a eu une rumeur qui a couru que dans le 93, région parisienne, il y avait une famille qui avait enlevé des enfants, vous vous rappelez, bon, et que c'était précisément un complot pour, je ne sais plus si c'était la vente d'organes ou bon. Mais ce sont ça peut arriver, mais ça ne prend jamais jamais rien de tel n'existe que ce qui existe dans l'antisémitisme. Ça, non. Ça, on n'a pas. En revanche, votre autre question, existe-t-il des stéréotypes mondialisés? Oui, oui. Le plus simple, c'est celui du tzigane, du Rom mendiant. Le Rom mendiant, c'est absolument universel comme stéréotype, à tel point que nous avons perdu la bataille sur le mot Rome en France. Car le mot Rome, normalement, devrait représenter et signifier la totalité des gens du voyage, tziganes, voyageurs, gitans, manouches, yéniches, etc. C'est ce qu'avaient demandé les militants de la dignité Rome lorsqu'ils ont fondé leur institution Union Romanie Internationale à Londres en 1971. Ils ont demandé que pour la dignité des populations concernées, le mot Rome, qui signifie homme en langue romanie, soit employé pour tout le monde. Mais en France, c'est le seul pays où il n'y a pas moyen. Il y a plusieurs raisons à cela, mais notamment c'est substituer au Rome homme digne l'imaginaire qu'un Rome, c'est un migrant mendiant venu de Roumanie. Alors que vous avez des Roms, comme le disait Jacques Debeau tout à l'heure, qui vont être vétérinaires ou peu importe, à tous les échelons de la hiérarchie sociale. Mais Rome, c'est le mendiant. Et ça, c'est un stéréotype absolument dans tous les pays. Je l'ai trouvé dans tous les pays, dans toute l'Europe de l'Est, dans toute l'Europe de l'Ouest. C'est généralisé. Donc, et ainsi, on pourrait peut-être chercher et trouver un certain nombre de stéréotypes. La question de la mendicité, c'est une certitude, et nous l'avons connue. Alors évidemment, ça a été effectivement réactivé par l'immigration, bien sûr, d'Europe de l'Est, ça, évidemment, puisque vous avez tous pris le métro comme moi dans Paris et vu dans les années précédentes des personnes en train de faire la manche sous diverses formes. Donc ça, c'est absolument totalement généralisé. Il faudrait réfléchir pour systématiser la liste. Il y en a un certain nombre, bien sûr.
Je peux. Sur en ce qui concerne cette histoire de grand remplacement, la question, elle n'est pas aiguë, mais elle est en filigrane, tout doucement. Quelle que soit la présentation qu'on fasse des Roms, des Tziganes, toujours, toujours, notre origine, ou supposée, enfin une partie de nos origines, elle est exogène. C'est-à-dire, nous sommes des étrangers. Nous venons de l'Inde, enfin bon, avec toutes les incertitudes, avec toutes les théories qui ont pu exister. Enfin, certaines en partie vraies, d'autres, enfin, c'est assez complexe. Et Hitler a passé une grande partie de son travail, a fait une grande partie de son travail pour démêler tout ça, pour clarifier cette connaissance de l'évolution au fil des siècles des Tziganes. Mais toujours, notre origine exogène, elle est là. Et en fait, on voit apparaître dans des discours hostiles, sur Twitter notamment, la question qui se pose où des militants d'ultra-droite envisagent le grand remplacement, c'est-à-dire, est-ce que les Tziganes, on va les considérer comme européens ou est-ce qu'on les renvoie au Rajasthan? Et ça existe. Néanmoins, ça existe. Chez quelques illuminés, c'est pas très, non, ils sont pas très nombreux, mais quelque part, on a l'impression que euh, c'est la fin de Camus, quoi, le bacille de la peste qui reste toujours quelque part dans les malles et dans les draps et dans les rats. Quoi. Ça existe, ça leur plaît. Mais cette origine exogène, à tel point, j'ai entendu une historienne qui n'était pas claire, pas du tout, très connue, très célèbre sur la question, expliquer, et là je suis tombé sur mon cul, excusez-moi, que nous étions des Français de souche comme les autres. Vous voyez une telle expression, mon Dieu, il faut peut-être argumenter un peu mieux, je veux dire. Alors, chacun y va en disant, nous sommes là depuis des siècles. Mais on est français ou on n'est pas français. Qu'on soit français depuis hier, avant-hier ou depuis des siècles, on a la nationalité française, des papiers français, point à la ligne. De toute façon, les autres, ils sont européens. Alors, vous voyez. Mais on entend ça en disant, la plupart des Tziganes sont des Français de souche. Oh mon Dieu, oui, mais on n'a pas un autre vocabulaire que celui de l'extrême droite à employer quand on est une historienne réputée sur cette question précise. Voilà. C'était pas clair, hein, pas du tout, elle ne l'aurait pas fait. Je ne suis pas inquiet. Mais il y avait du monde hein, dans la salle. Il y avait du monde. Pas de monde. Si je peux me permettre, Jacques, juste rebondir, j'ai trouvé beaucoup dans les archives du MRAP qui, soit dit en passant, a accordé beaucoup d'importance hein, aux Roms dans les années 60-70. L'expression français de souche était vraiment utilisée dans les milieux antiracistes. C'est assez, ça fait sourire aujourd'hui, mais oui. j'avais écrit un petit billet là-dessus il y a quelques années, mais on le trouvait sous la plume des gens du MRAP comme de la LICRA. Alors évidemment, le vocabulaire évolue, mais c'est... Oui, il a été cravaté par l'extrême droite. Ben, merci, parce que, mais je veux dire, bon, je suis un peu dur avec cette déclaration, il m'avait un peu choqué, j'étais un peu dur, mais l'essentiel est qu'on nous rappelle en permanence, t'es pas de là, t'es pas d'ici, c'est-à-dire qu'en fait, l'intégration totale, définitive, n'est pas encore à l'ordre du jour, hein. Alors que voilà, et elle se manifeste comme ça, c'est cet aspect des origines familiales, mais elle se manifeste aussi sur le fait que tu n'es pas intégré, tu ne payes pas d'impôts, tu vis de toute façon, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il y a sans arrêt cette forme de rejet à l'extérieur en disant que, en mettant bien évidemment la faute sur la victime, en disant que c'est de notre fait que tout ça n'est pas possible, quoi.
Pour ma part, j'aimerais bien revenir un instant sur les politiques européennes que Claire Ozias a évoquées. C'est rare d'entendre du bien des politiques européennes en la matière, hein. Donc, pourriez-vous nous donner quelques précisions, savoir ce qui marche, sachant que on peut supposer néanmoins que quelque chose ne marche pas non plus dans ces politiques, puisqu'elles ont une faible efficace précisément sur les stéréotypes. Alors, ça va être difficile parce qu'il y a une énorme matière dans les institutions européennes, parce que depuis, bon, moi j'ai fait leur connaissance dans les années 1990, très tôt, au début, quand je travaillais sur les Roms dans la chute du communisme en Europe de l'Est, donc à la chute. Et là, il y avait déjà des assemblées. J'y ai fait des choses absolument extraordinaires, hein. On rêverait que la société française fonctionne comme ça, c'est-à-dire avec des assemblées de Roms de tous les pays ou de Roms de toute la France, peu importe, de tous horizons, qui s'expriment, qui prennent des décisions, des résolutions, qui votent, qui rédigent, etc., etc. Bon. Donc, il existe une sous-direction de la direction des populations au Conseil de l'Europe qui est spécifiquement dédiée aux Roms. Depuis, moi je les connais depuis 1990. Et qui, 2 fois l'an, font des assemblées générales avec des gens, bon je n'y vais plus parce que maintenant ils ont du personnel, je ne suis plus sollicitée, moi personnellement, parce que maintenant ils ont du personnel des pays concernés, donc ils font venir des Roumains directement, ils ne font pas venir des gens parler de la Roumanie à leur place. Donc maintenant le personnel est beaucoup plus abondant. Bon, mais il y a des résolutions sur l'histoire des Roms, par exemple, dans chaque pays d'Europe. Comment enseigner l'histoire des Roms dans chaque pays d'Europe? Des résolutions contre les discriminations, des résolutions sur l'éducation, comment insister sur la scolarisation des enfants tziganes dans la totalité des pays européens, car la question de cette scolarisation n'est réglée nulle part de manière définitive. Que vous dire sur les femmes, il y a des résolutions concernant les femmes tziganes, avec des assemblées de femmes tziganes tout à fait extraordinaires, on se croirait au début du MLF, vraiment des femmes gitanes d'Espagne, de Roumanie, de Hongrie, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, voilà. Donc, par thématique, si vous voulez, hein. Et il y a après, je ne connais pas exactement comment fonctionnent les institutions, je n'en suis pas membre, mais nous avons eu un grand tziganologue qui s'appelle Jean-Pierre Liégeois, qui était professeur à la Sorbonne et qui a été le conseiller de l'Union européenne pendant de nombreuses années pour précisément mettre en place ces résolutions. Alors, ça donne des résolutions qui sont surtout visibles dans les pays de l'Est parce qu'elles étaient beaucoup orientées sur l'introduction de la démocratie dans les anciens pays communistes. Donc, ces résolutions sont très visibles dans les pays de l'Est. Ça ne veut pas dire, là non plus, que ça ait une efficacité dans la société au niveau des villages, par exemple, si on parle. Ça, non, bien sûr que non. Mais ça signifie que dans les instances gouvernementales des pays, et il n'y en a pas en France, mais il y en a beaucoup, c'est beaucoup plus avancé en Europe de l'Est, il y a une division, enfin, il y a même eu un secrétariat d'État aux affaires tziganes en Roumanie, hein, qui a été dirigé par une femme, en outre, une femme rome, bien entendu. Hein. Donc, il y a comme ça des instances, il y a un musée de la civilisation tzigane. Bon, moi, je connais plus particulièrement la Roumanie, je suis restée liée avec les gens de Roumanie, mais il y a de telles choses dans tous les pays de l'Est, et il y a aussi en Allemagne quelque chose qui n'existe pas en France, qui est tout à fait remarquable, qui est le Conseil central des Roms et des Sinti, qui siège à Heidelberg, mais parce qu'un jour, ils se sont réunis à 7 ou 8, ils ont fait une action au camp de Bergen-Belsen en 1982, ils ont obtenu la reconnaissance du génocide par l'Allemagne et ils ont obtenu le financement en guise de réparation pour la guerre d'un centre de recherche et de documentation tzigane géré et dirigé par les tziganes eux-mêmes.
En effet. Vous voulez poursuivre peut-être et on reprendra après des questions. Donc, bon, pour les instances européennes, on peut se procurer en leur réclamant, que ce soit à l'Union européenne ou que ce soit au Conseil de l'Europe ou au Parlement européen, ils ont des résolutions, des choses qui, à leurs yeux de, entre guillemets, bureaucrates institutionnels européens, sont des choses très importantes, qui sont censées être des actions euh, euh, pas contraignantes. Je pense que les institutions européennes n'ont pas d'action contraignante sur les États, hein, mais qui sont des actions terriblement incitatives, en tout cas, et qui pour eux sont vraiment des outils très, très importants. Tout ceci existe. Mais encore une fois, moi, je suis frappée par le fait que la société française ignore tout ça. Nous, simples citoyens, nous ignorons absolument toute cette démocratie, entre guillemets, tzigane, qui est à l'œuvre dans les institutions européennes. Donc, je sais que on a rarement l'occasion d'être satisfait et de dire du bien des institutions européennes, mais en ce qui concerne les Roms, là, je vous garantis qu'ils font leur travail. Merci beaucoup. Je peux ajouter un mot? J'ai le temps? Allez-y, allez-y, bien sûr. Oui. Alors, je les connais, je les ai fréquentés, on peut avoir d'excellents rapports avec eux, avec ces institutions, mais, il y a un mais, le travail tel qu'il a été produit au cours des temps et encore récemment était assez exceptionnel et très franchement encourageant. Et ils sont pas seulement incitatifs, il leur arrive aussi, comme Conseil de l'Europe, de produire des rapports et des tournées au cours desquelles ils ont pu constater dans notre pays des problèmes dans les relations de l'État ou des autorités ou des collectivités locales avec les populations roms. Aussi, ils feront partie de ceux qui ont critiqué le langage employé au sein des institutions, Assemblée nationale, Sénat et autres lieux, à l'égard des Roms. Et donc, ils ont quand même un poste et des qualités d'observateurs qui sont très importantes et remarquables. Alors, il y a néanmoins, j'ai pas préparé, parce que c'est une question extrêmement complexe, mais qui mériterait d'être longuement débattue. J'ai pas préparé ce qui concerne, je n'ai pas préparé parce qu'il faut s'appuyer sur sur un historique de la Commission européenne qui avait choisi dans ses débuts, si vous voulez, de ne pas, elle était accusée d'être extrêmement bureaucratique, technocratique ou inféodée par les lobbies divers, et de donner, si vous voulez, à la société civile, il y a un article, je ne l'ai pas en tête, hein, ne m'en veuillez pas, mais je peux le retrouver très, très, très facilement, de donner à la société civile les moyens de s'exprimer et d'orienter par son expression la Commission européenne et les décisions de Bruxelles. Là-dessus, la question s'est très vite posée des groupes controversés. Et les Tziganes, les Roms, ont été inclus dans ces groupes controversés qui, certes, ne donnaient pas toujours, mais n'avaient pas toujours la même vision de l'Europe que ce qu'on appellera un peu méchamment la bureaucratie, la technocratie ou le monde politique de Bruxelles. Ces groupes controversés, très rapidement, s'est posé la question de les faire vivre, de leur permettre d'exister. Le militantisme, au plan individuel, c'est ruineux. Je veux dire, si vous devez vous déplacer, parce que nos conférences qui sont très contemporaines, ça n'existait pratiquement pas il y a assez peu de temps,
qui permettent de discuter, de se rencontrer. Auparavant, rien ne remplace en fait le contact direct avec les gens, de casser la croûte ensemble, de se parler, d'échanger, de préparer ce qu'on a à se dire et de se le dire tranquillement, les yeux dans les yeux. Et donc, il y a besoin d'argent pour militer. C'est-à-dire que c'est aussi, nous, on ne nous donne pas l'argent. Il y a nulle part, on trouvera l'argent pour militer. Si je dois me déplacer, je prends ma carte bleue, je paye le train. Voilà, c'est tout. Et on me dit, voilà. Et je reçois des invitations nombreuses. Ah, Jacques, on vous connaît un peu, venez parler chez nous, venez vous exprimer, venez dire. D'accord, mais enfin, si je monte à Paris, ça fait tant pour le billet de train, ça fait tant pour l'hôtel. Puis moi, ah ben non, mais on ne peut pas. Et ces gens, après, on ne les revoit pas parce qu'ils disent, ah mince, on l'a invité, mais on ne pensait pas, on pensait que vous habitiez Paris. Voilà, c'est ça le concret aussi de la vie militante. Donc à Bruxelles, il y a de l'argent pour aider ces groupes controversés. Mais, c'est difficile à dire, on ne va pas risquer les procédures. C'est la direction de ces groupes controversés a été, parce que dans ces groupes controversés, il y a des minorités très agissantes et il y a des minorités très solides. Elles ont été petit à petit noyautées, embarquées dans une forme de contestation politique. Ça m'ennuie de l'exprimer ici en public, dans une forme de contestation politique. Et en fait, c'est eux les patrons, maintenant. C'est-à-dire que si votre orientation politique elle est un peu tiède ou elle est un peu républicaine, comme la mienne, une orientation politique républicaine, j'écoute la gauche, je n'ai pas d'a priori, je peux entendre tout le monde. J'ai été formé comme ça, à entendre tout le monde. Si on n'est pas de leur bord politique, on n'existe pas. On n'aura pas d'aide, on ne sera pas consulté, on ne passera pas à la télé, on ne passera pas sur les ondes, nous n'existerons pas au niveau de l'Europe parce qu'il y a des sous-traitants actuellement de cette question européenne. L'organisation, elle est très connue, elle est facile à trouver. Les sous-traitants de cette question européenne. Et celle-là, petit à petit, elle a fermé les portes à toute une catégorie de militants de la question tzigane. Alors, c'est à nous peut-être aussi de le faire changer, de l'exprimer, de ne pas avoir peur de l'exprimer, mais c'est pas rassurant, quoi. C'est pas encourageant. Ça existe malheureusement. Au niveau européen, voilà. Et que faire? Que faire en face de ça? C'est-à-dire qu'il faut retrouver des petits moyens de bricoler, de s'exprimer. Et on y perd énormément, même nous-mêmes, parce que on ne confronte pas nos idées, on ne confronte pas nos expériences, on n'a pas de dialogue là-dessus. Et ce qui fait qu'on pourrait finir, et on pourrait très rapidement finir par tourner en rond sur cette question. Et cette ouverture européenne que Claire a bien connue, moi je la vois se rétrécir, se dessécher, se refermer, préemptée par des groupements politiques, préemptés actuellement par des groupements politiques radicaux, si vous voulez, qui, de fait, vont exclure les autres militants et on n'aura pas cette invitation à l'Europe tzigane à s'exprimer que tu as pu connaître, que j'ai pu connaître, que j'ai connu aussi également. Et cela, c'est un phénomène, je ne sais pas vous voyez toutes les précautions oratoires que j'ai pu prendre. Ça ne me ressemble pas beaucoup. Et pardon, mais justement, est-ce qu'on peut vous demander d'être enfin, moi j'ai une vague idée hein, sur cette tendance politique dont vous parlez. C'est délicat de le dire ici. Enfin, on est dans cette tendance très inclusive, un peu qui conteste, enfin, où j'imagine que la France laïque, machin, etc., ou la France avec son rouleau compresseur universaliste. Enfin, c'est un petit peu ce sont ces groupements où
On en parlait il y a quelques jours, Jacques, sur, un peu aussi dans la mouvance, enfin décoloniale ou enfin ce genre de choses, quoi. Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire le problème, c'est effectivement, il y a une, Jacques, une minute, mais il y a effectivement, bien sûr, une évolution entre le mouvement politique Rome et civique Rome que j'ai connu, issu de l'Union Romanie Internationale dans les années 1990, et ce qu'il est devenu aujourd'hui, 30 ans plus tard. Ce ne sont plus les mêmes personnes, ce sont leurs enfants, ce sont les jeunes, et les jeunes sont, comme partout, soumis au postcolonialisme, au différentialisme, et par-dessus tout, à l'identitaire. Et alors là, c'est le contraire de l'Union Romanie Internationale en sa fondation, l'identitaire. Et dans l'identitaire, c'est très agressif. C'est très agressif. Et en effet, les jeunes, aujourd'hui, et alors d'autre part, l'Europe a raté quelque chose, notamment en Europe de l'Est, avec les populations d'Europe de l'Est en général et les Roms en particulier, au moment de la chute du communisme, c'est-à-dire que les Européens et surtout les Français ne s'y sont pas intéressés, et donc tous ces gens d'Europe de l'Est ont été biberonnés aux concepts et aux connaissances américaines. Et c'est mon désespoir. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mes copines roms, militantes, féministes d'Europe de l'Est aujourd'hui, elles sont toutes intersectionnelles, etc., etc. Et que faire? C'est leur affaire. Mais pourquoi? Mais parce que l'intellectualité européenne et notamment française n'est pas arrivée jusqu'à eux. Voilà. Voilà. Et donc, Jacques, pardonne-moi, je t'ai coupé l'herbe sous le pied. Non, non, pas du tout. Je suis très heureux, Claire. On va se lancer des fleurs toute la soirée. Mais j'en suis très heureux parce que moi, je l'exprime avec mes tripes, un peu. Mais comme je vous l'ai dit, je n'ai pas préparé ce cadre-là d'intervention, mais il fallait en parler dans l'Europe. J'exprime tout ça et toi, tu sais prendre le recul nécessaire, l'exprimer avec précaution et avec respect, d'ailleurs, avec beaucoup de respect vis-à-vis de ça. Mais voilà, je suis un des militants roms qu'on connaît. Bon, je n'ai pas toujours raison, hein, loin de là, mais aux yeux de ces gens qui ont été mes amis, que j'ai connus comme amis, si vous voulez, je suis un vieux mâle blanc de plus de 50 ans. Et voilà ce que ça donne. Et ils vont me donner des leçons sur mes origines. Donc, cette expérience-là, alors, néanmoins, j'ai gardé quelques appuis solides, quelques services rendus que j'ai pu rendre à l'époque, et je retourne maintenant, j'ai pris la décision de retourner voir ces gens en leur disant, vous ne pouvez pas nous laisser tomber comme ça, comme vous l'avez fait depuis 2-3 ans, comme vous l'avez fait, vous ne pouvez pas nous laisser tomber parce que nous ne sommes pas dans cette mouvance intersectionnaliste, ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous faites ça, c'est indigne de l'histoire que nous avons en commun. Je dois dire que j'espère que ça va marcher, mais c'est assez récent. Mais il m'a fallu auparavant, si vous voulez, disposer des informations complètes, nécessaires, pour bien comprendre des choses qui apparaissaient incompréhensibles. Comment des gens qui étaient des alliés, sur lesquels nous avions le sentiment profond et prouvé, puisque c'était au fil du temps et des expériences menées en commun, nous avions le sentiment de mener le même combat. Et quand je me suis trouvé, par exemple, dans une conférence telle que ce soit, moi, je parlais comme vous m'entendez parler, comme on peut vérifier quel est mon discours je publie beaucoup sur Internet. Et je me disais, et les gens que j'avais connus, que j'avais admirés pour certains,
dans leur aisance à parler, dans leur aisance à structurer les idées, à être très clairs dans leur expression. Ces gens-là, si vous voulez, ils me parlaient d'Obama. Il me parlait d'Obama, qu'il n'avait pas fait ceci, cela, la réunion de société, je ne sais pas quoi. Enfin, c'était plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Dédé, la Simone, c'est le Bambi. Je veux dire, c'est les Romanos qui habitent autour de chez moi. Et c'est les Romanos qui habitent à Paris. C'est les Roms, quand je vais chiner à Saint-Ouen-au-Puce, quand je vais à Paris, je vais faire un petit tour le samedi pour voir les Roms, rencontrer certains que je connais à Opus, à Saint-Ouen. Cela m'intéresse, si vous voulez, ça m'intéresse. Mais savoir si je suis un vieux mâle blanc, une fois, on va rigoler 2 minutes, une seconde, on va rigoler, Claire, je vais essayer, je ne suis pas long, je ne vais pas être long là-dessus. Une petite Romy qui vendait de la bif, quoi, me dit, monsieur, vous n'avez pas une cigarette? Alors, j'ai une cigarette, je regarde, elles étaient 3 sœurs, c'était visible, je leur donne chacun une cigarette. Elle me dit, t'es gentil, monsieur, et tout. Ben, je lui dis, je suis comme toi, je suis à Montlouche. Alors, elle me dit, t'es à Montlouche? Elle me dit, t'es à Montlouche? Mais elle me dit, t'as pas la figure noire? Et elle me dit comme ça. Oh, je lui dis, tu sais, ma cousine, t'aurais vu ma grand-mère, elle avait la figure noire comme le cul du diable. Elle a rigolé, elle m'a dit, toi, t'es à Montlouche, toi. Il y a pas... Voilà, le vieux mâle blanc. J'avais une grand-mère qui était vraiment très noire. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi, je veux dire. Voilà les critères sur lesquels vous obtenez un peu d'aide pour militer ou vous n'obtenez pas d'aide du tout. La couleur de votre figure. C'est incroyable. Alors on cherche, on s'adresse ailleurs, on essaye d'être entendu. J'ai un peu un discours désespéré, désespérant ce soir, je ne voudrais pas, mais il est vrai que la note est salée quand même. Voilà. C'est-à-dire, vous pourriez préciser davantage ce que vous dites là par rapport à l'obtention de subventions, par rapport à, vous dites, la couleur de la peau, comment vous pourriez en dire plus? Ben, si vous voulez, on vous aide ou on ne vous aide pas. Si vous parlez seul, si Claire le sait, si vous parlez seul, si quand vous écrivez vos idées, elles sont immédiatement, pour celles qui sont intéressantes, ils vous les fauchent, ils les reprennent à leur compte. Tout de suite, vos actions, ils les reprennent à leur compte. C'est-à-dire, vous faites un travail de traduction et j'ai fait, par exemple, des travaux de traduction d'un universitaire allemand, du Zentralrat University in Roma. Je parle allemand, je parle anglais et français. Et je fais des travaux de traduction et eux, ils sont mieux organisés. Ils vont voir l'intellectuel allemand en question. J'ai fait pour que le public français puisse accéder à ces réflexions, à ces connaissances ou à ces publications qui ne sont pas en langue française. Donc, je fais de la traduction, je fais de la bonne traduction et je fais de la présentation pour dire, voilà, c'est un tel, il a fait ci, c'est dans tel cadre, ainsi de suite. Je le fais sur Facebook, sur des outils très ordinaires. Fauche le boulot, on va à tel, dit, oh, on le connaît bien, Jacques, mais il n'est pas là ce soir. Hop, et ils se font inviter à Heidelberg à ma place. Vous voyez ce que je veux dire? On en est à ce niveau, si vous voulez, à ce niveau de sottise, de méchanceté, de bêtise, enfin, d'insignifiance. Et ça, constamment. C'est-à-dire, on fauche votre travail. Et dans les réunions importantes, on pourrait dire, on n'est pas invité. Avant, on était invité. Alors, on m'a invité, on me disait, monsieur Beau, est-ce que vous pouvez venir? Mais très classiquement, comme vous, comme tout le monde. Vous pouvez venir. J'avais le billet d'avion, j'avais la chambre d'hôtel et tout ça. Ce n'était pas du grand luxe. On y allait. C'est bon, on pouvait y aller. Parce que aller à Berlin, aller à Bucarest, c'est pas si simple, si vous voulez. On n'a pas toujours. Ils le faisaient. Mais maintenant, c'est entre eux que ça se passe. C'est les enfants de ceux. Il y en a certains qui sont vraiment les enfants, d'ailleurs. Ceux qui ont connu sont autre chose. Si vous voulez. Donc, ils ont préempté les formes institutionnelles d'aide à la question tzigane à leur profit ou au profit, enfin leur profit,
ils peuvent s'en servir. C'est des outils qui sont disponibles pour eux et c'est des outils qui sont disponibles pour les gens qui partagent leurs convictions politiques et philosophiques. Mais pour les autres, bah, démerde-toi. Oui, je dirais que nous aurions besoin tous que la parole et la pensée des tziganes français se fassent entendre dans sa singularité. Car au plan international, on a entendu seulement la parole des Roms d'Europe de l'Est. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y avait les intellectuels. C'est aussi simple que ça. Mais du coup, leurs descendants ont effectivement une position de force que n'ont pas les tziganes français, qui ne se sont pas fait entendre sur les instances internationales comme cela. Et pourtant, à la fondation de l'Union Romanie Internationale en 1971, il y avait des Français. Ils étaient présents à la fondation. Il y avait Matteo Maximov, il y avait Vanko Ruda, il y avait plusieurs personnes. Donc, ils étaient présents et vraiment très insérés et très actifs. Mais dans l'évolution de la situation, étant donné quand même le poids de l'Europe de l'Est, dans l'ensemble de l'Europe, sur ces questions-là, c'est quand même la population majoritaire de toute l'Europe, eh bien, la singularité des tziganes français n'a pas été entendue du tout. Des gens ont pris la parole, bien entendu, hein, mais à titre individuel, et elle n'a pas été entendue comme l'expression d'une singularité, d'une particularité, d'une culture en propre qui est celle des gens, des voyageurs français. Et je pense que nous avons besoin de cela aujourd'hui. Nous avons besoin que cette parole se fasse entendre, non pas par nationalisme, mais parce qu'il y a une expérience vécue qui est un peu différente et qui demande à être prise en compte et qui, au pire des cas, chez certains des personnes concernées, peut même susciter du rejet des Roms d'Europe de l'Est eux-mêmes. Hein? Et ça existe beaucoup. Ah, nous, on est des voyageurs français, on n'a rien à voir avec ces gens-là. Tu parles, tu n'as rien à voir. Ton grand-père était lui-même un Rom venu il y a tout de suite 70 ans. Bon, voilà. Mais donc, je pense que nous avons besoin que cette parole soit entendue et amplifiée, de sorte à ce que rectifier un petit peu le tir, parce que, par exemple, les gitans espagnols ont réussi ça, à se faire entendre dans leur singularité de gitans espagnols. Ils sont très respectés, ils sont très actifs, il faut dire, hein, et ils ont réussi. Alors, merci Lorca, merci Manuel de Falla, merci évidemment ces grands auteurs qui ont magnifié les gitans espagnols. Et du coup, grâce à quoi ils sont aujourd'hui dans les campagnes misérables, mais au plan national quand même très respectés. Donc, les Gitans ont réussi cela, les Allemands ont réussi cela. Maintenant, c'est aux Français à jouer leur partition, à mon avis. Et nous en avons besoin pour avancer, pour sortir de cette piétaille dont nous parle Jacques Debeau. Emmanuel. Est-ce que c'est vraiment une question comment dire, enfin, je ne connais pas exactement les prérogatives de la délégation interministérielle à l'hébergement, enfin, la DIAL. Est-ce qu'elle peut, enfin, quel rôle elle joue exactement? Est-ce qu'elle peut aider justement à d'après vous, à cette reconnaissance, ou est-ce que c'est une délégation qui est là uniquement pour faire joli? Demandez à Jacques Debeau, ça. Alors, ce serait injuste de leur faire procès parce que ils ont une préoccupation. Bon, malgré tout, si vous voulez, on retrouve le même problème dans beaucoup d'endroits. On aimerait bien qu'ils rafraîchissent un peu leur tableur Excel. C'est-à-dire
qu'ils ont des interlocuteurs et ça sert comment on dit, voilà, ils ont fait le boulot puisqu'ils ont des interlocuteurs. La qualité de ces interlocuteurs importe pas forcément beaucoup. C'est pas forcément important d'avoir de bons interlocuteurs. On les a, on prend les mêmes tout le temps. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, c'est quelque part, je le dis parfois, même au niveau du Conseil de l'Europe, c'est parfois par paresse. On a, là, c'est facile, puisqu'on a les adresses, on a les téléphones, donc on invite celle-ci ou cela. Et les autres, on gratte du sabot devant la porte, vous savez, on gratte comme le chien quand il veut rentrer, mais on ne nous ouvre pas. Et c'est un petit peu dommage. Et personnellement, je trouve que à la Commission nationale consultative des gens du voyage, à la DIAL, nous pourrions, on va euphémiser un peu, mais nous pourrions être un peu mieux représentés. Mais peu importe si les gens ont une légitimité ou pas, on a ces bons vieux classeurs Excel dans lesquels on a la facilité de leur envoyer une invitation et on renvoie les mêmes invitations sans rafraîchir, si vous voulez, les fichiers. Les fichiers, je fais de la politique, j'ai été dans le monde politique, en 5 ans, il est obsolète. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, il y a des gens qui ont disparu, il y a des gens qui habitent plus à la même adresse, il y a des gens qui sont décédés, des gens que ça n'intéresse plus. Donc, il faut constamment rafraîchir vos fichiers de correspondants, de contacts et tout ça. C'est pas fait. Visiblement, c'est pas fait. Les ministères invitent, parce qu'on a un peu râlé qu'on n'était jamais invité dans les réunions, les ministères invitent des associations qui sont des fantômes depuis longtemps, où il n'y a pas eu une publication, il n'y a pas eu une intervention publique, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu, mais voilà, ils ont le mot Tzigane dans leur sirette, dans leur appellation, et ça suffit. Donc on les invite encore. Ils ne font rien, hein, ils viennent, et ils vont dire oui, non, ou rien, et puis ils s'en vont bien contents. Mais et c'est pas actualisé. Donc voilà, on a ce problème-là, aussi bien à la DIAL que dans d'autres organismes de l'État. On peut faire tout ce qu'on veut, tout bruit qu'on veut, publier tant qu'on veut, on continue à ne pas exister. Nous sommes inaudibles, invisibles par leurs oreilles et par leurs yeux. Et pourtant, on n'a pas un positionnement radical qui fait qu'il faut prendre beaucoup de précautions avec nous. On est capable de passer des compromis, de discuter, d'apporter des informations, de leur apporter des informations sur certains dossiers, parce qu'il y a certains dossiers que nous sommes capables de maîtriser, sur lesquels nous avons de l'archive, nous avons du travail, nous avons beaucoup de connaissances, nous avons des historiques de certaines situations qui les intéresseraient énormément. Ils ne recourent pas à nous, tout simplement parce que, je veux dire, ils n'ont jamais dirigé le radar dans notre direction et on est passé au-dessus ou à côté du radar. Jamais, ils n'ont jamais fait attention. Donc, même quand on leur écrit, il n'y a pas de réponse. En leur disant, on aimerait bien participer à cette discussion, voilà, on en pense ceci, cela, j'ai écrit tel article sur ceci, sur cela, et vous pouvez connaître ma position, si je peux vous apporter quelque chose. Non. Non. C'est une espèce de bureaucratie paresseuse, mais très paresseuse, je veux dire, qui ne change rien à rien. Donc, on travaille avec les mêmes outils en 2023 qu'en 2013, mais les gens vivent. Juste un dernier mot. Il y avait des gens très, très bien dans la période dont parlait Claire, notamment une femme
nous pensons la même, on a fait, la question s'est posée de sa participation ce soir. Mais ce qu'on peut regretter au niveau de cette femme remarquable, absolument remarquable, qui s'exprime bien, qui écrit bien, qui est très sensée, il n'y a pas eu de poussée des acteurs à l'époque derrière elle. Il n'y a pas eu de poussée pour l'aider et de la soutenir et l'empêcher. Et elle a pris des coups. Hein. Et ceci, c'est dommage. Il n'y a pas eu de poussée derrière cette femme. Bon, ça aussi, là, nous portons collectivement une responsabilité de n'avoir pas aidé cette femme qui était vraiment une chance pour nous de l'avoir. J'ai toujours d'excellents, très, très bons contacts avec elle, une fois ou deux par an, mais elle s'est mise à l'abri, elle s'est retirée, elle vit sa vie personnelle, ça va bien dans sa vie maintenant, elle a un bon métier, elle est tranquille, et puis elle a mon âge, quoi, à peu près, mais elle fait beaucoup plus jeune. Il n'empêche que je maintiens que les institutions étatiques, quand bien même elles feraient bien leur boulot, ce qui apparemment n'est pas le cas d'après ce que nous dit Jacques, quand bien même elles feraient bien leur boulot, ne peuvent pas tout. Et encore une fois, je reprends l'exemple des Allemands, je reprends l'exemple des Espagnols qui ont créé le Centre de culture gitane, qui est une institution nationale subventionnée par l'État espagnol, mais dirigée et gérée et animée uniquement par des gitans. Encore une fois, pour qu'un mouvement se mette en route, il est indispensable que les intéressés eux-mêmes se mettent en route collectivement. Et ultérieurement, l'État peut venir effectivement couronner par les subventions, etc., leur action. C'est en tout cas le modèle allemand et le modèle espagnol, tous les deux. Donc là, pour l'instant, on voit bien qu'il y a des individualités, il y en a beaucoup. Nous avons une excellente ambassadrice dans le milieu tzigane français. C'est une excellente ambassadrice, c'est Nouka Maximoff. Nouka Maximoff, fille de l'écrivain tzigane Matteo Maximoff, de mère suisse de la très haute société suisse de banquiers et de père écrivain Rome. C'est une ambassadrice absolument remarquable, elle va partout, tout le monde l'écoute, tout le monde l'apprécie. Nous avons ainsi un certain nombre de personnes qui peuvent être des ambassadeurs. Oui. Et qui se sont exprimés déjà. Mais ce qui n'a pas eu lieu encore, c'est un début de rassemblement entre eux, minimal, de sorte à faire moteur, si vous voulez, être moteur. Voilà. Et quelle serait la cause justement de cette absence de rassemblement, comme vous dites? Ah, la cause, je ne sais pas. C'est à Jacques peut-être saurait. Oui. Moi, je ne sais pas. Il y a des individualités innombrables. Il y a des luttes de tendance, d'influence, comme dans n'importe quel groupe, comme partout. Comme partout, pas plus ni moins, exactement comme partout. Mais comme partout, il est possible de dépasser cette situation. Un jour, ça arrivera. Je garde le principe espérance et un jour ça arrivera. Mais peut-être Jacques peut nous dire mieux qu'est-ce qui empêche. Il faut bien évidemment que sur la défense ou l'explication, la clarification à la fois de qui nous sommes, quel est notre rôle, notre participation à la société, les appuis que les gens un peu intellectuels, ou du moins qui s'expriment par l'écrit, parce que l'écrit, c'est société orale, hein, de culture orale, mais l'écrit permet une diffusion beaucoup plus importante, l'écrit et puis les réseaux sociaux. Et ils accèdent bien, contrairement à tout ce qui se dit, ils accèdent très très bien à la lecture et à l'écriture actuellement. Pour mettre cela en route, si vous voulez,
c'est très très long et on a malgré tout besoin d'un peu plus de reconnaissance officielle. Si, vous savez, c'est le mot très classique, c'est l'expression « Ah bon, t'as vu à la télé ?» C'est une espèce de consécration que de voir quelqu'un à la télévision. Mais les télévisions ne nous invitent pas. Elles invitent, on connaît ces chaînes un peu de télétrash, de télépoubelle, qui invitent des types qui surjouent des délinquants, parfois sympas d'ailleurs, marrants, mais qui surjouent leur rôle et on n'invite pas la réflexion, on n'invite pas ces gens-là. Donc, alors, faut faut coincer le pied dans la porte de temps en temps, nous le faisons, mais on se contente d'actions symboliques au coup par coup. Là, difficile de terminer cette soirée sans parler de ce projet. Vous voyez, ce projet qui a été énoncé par Isabelle Rome, la ministre, de créer à Montreuil-Bellay, qui est quand même l'endroit où les Tziganes ont été internés en très grand nombre. Et ça a été le très grand camp d'internement des Tziganes français internés. Donc, il y a un projet muséal, un projet de musée, si vous voulez, et dont la finalité serait de mettre en lumière l'histoire des Tziganes et de lutter contre l'anti-tziganisme. Bien, nous l'apprenons par la presse. Qui a été consulté? On ne sait pas, personne. D'où vient l'argent? Où est-ce qu'on va trouver les fonds? Pour l'instant, on ne sait pas. En quoi les descendants ou les familles concernées par ces internements seront partie prenante à leur place dans le projet? Rien pour l'instant. Donc, peut-être que c'est un avant-projet et que pour l'instant, le cadre, c'est l'annonce. Mais dans ce lieu extrêmement dramatique, si vous voulez, les choses ne se sont pas toujours très, très bien déroulées. C'est aussi une chose. Il a été découvert par un ancien instituteur qui en a fait l'historique, tout ça, de manière très intéressante, très, très, très fouillée, et qui a permis que cet ancien camp d'internement ne disparaisse pas dans l'oubli et ne soit pas réutilisé autrement. Donc, le fait, si vous voulez, qu'il existe toujours, donc le foncier existe, va permettre l'installation du musée. C'est bien parce qu'il y a des autres endroits comme à Chargeau, il y a un collège de construire à la place du camp d'internement. Donc on ne mettra rien d'autre. On mettra une plaque. On a mis une plaque et ça n'a pas été facile de la mettre, cette plaque. Mais quoi dans tout ça? D'où vient l'argent? Bon, il y a les questions qui se posent auxquelles on peut poser la question et reposer la question. Claire connaît très très bien cette question. C'est l'histoire des banques suisses. Les banques suisses, très rapidement, dans les années 95, 97, 2000, elles ont fusionné, UBS, SBS, les banques ont fusionné, et les Américains, quand ils ont fusionné, la nouvelle entité bancaire, ils leur ont dit, vous ne bosserez pas chez nous. Ah bon? Vous ne travaillerez pas chez nous parce que vous avez sous séquestre des avoirs appartenant aux Juifs, des avoirs appartenant aux nazis, et au nom du secret bancaire, vous refusez de communiquer quoi que ce soit, aussi bien à l'État qu'aux descendants. Il y a des livres, hein, il y a un paquet de bouquins écrits sur la question. De là-dessus, au bout d'un moment, l'argent a été mis à la disposition des ayants droit juifs. Donc, il y a eu beaucoup d'argent qui ont permis des fondations, des sommes importantes, en milliards. Hein. C'était important, pour solder définitivement cette affaire qui a dépassé d'ailleurs les banques suisses et qui a quelque part mis en cause toute la société suisse elle-même. Ça a été douloureux, hein, ça n'a pas été facile. Mais voilà, l'affaire, ça a permis de trouver un modus vivendi et de dire maintenant, voilà, on peut tourner la page. Ça a été fait.
cet argent, Heidelberg a trouvé les fonds, avec l'État a aidé, bien sûr, a trouvé des fonds d'origine à cet endroit. Heidelberg, le Zentralrat von Zinti und Roma. Heidelberg, c'est à 110 km de Strasbourg, c'est pas loin d'ici, c'est pas très loin. A trouvé des fonds. Ailleurs, on leur a donné une tonne de charbon. Enfin, bon, selon les pays, donc il y aurait des universitaires, on pourrait les solliciter là-dessus, il y aurait vraiment une étude importante à faire pour dire ces fonds qui étaient destinés aux Tziganes, on les a, ils sont devenus ça à tel endroit, ça à tel endroit. En France, rien. Où sont les fonds? Rien. On ne dit pas un mot. Il y a 2 ans de ça, une équipe d'activistes, pas très loin et même très proche de la Roma Pride, dit on va récupérer les fonds, on va fonder une institution, on va placer les fonds et avec les bénéfices, on pourra organiser des conférences, des machins, des ceci, des cela. Voilà, donc c'était, on va faire une affaire, on va mettre la main sur le pactole et puis on va se payer sur la bête. On a râlé, moi j'ai mobilisé les Tziganes d'un peu partout en Europe pour dire halte là, je les ai engueulés. Ils envoyaient des textos, est-ce que vous êtes d'accord pour signer notre... Elle est parue dans le monde, hein, leur pétition. Elle est parue dans le monde, elle est parue dans l'IB, partout. Est-ce que, ouais, ils envoyaient un texto, vous êtes d'accord? Les gens signaient, ouais, ok, c'est bien, vous faites une fondation. Mais ce n'est pas leur argent, je veux dire. C'est l'argent de la misère de nos parents et de la souffrance et de la douleur et de l'internement de nos parents collectivement. Donc, ce n'était pas leur argent. Cet argent-là, qu'est-ce qu'il est devenu? On ne nous le dit pas. Mais il se pose une question maintenant. C'est que les ayants droit, puisqu'on a traîné les pieds, nous en France, on a traîné les pieds, on avait le pied sur le frein, les ayants droit, ils sont tous morts. Des anciens internés, il en reste combien? On a vu ce procès avec Madame Théodore récemment, où on l'a refusé de l'indemniser. Donc, il y a une énorme question au point de vue juridique. J'ai tout ça dans mes archives, bien évidemment, sur ces indemnisations, sur cet argent disponible. Parce que cet argent, comme il est disponible, eh bien, il va passer dans le budget de l'État, avec la fongibilité des fonds. Il pourra aller aussi bien ensuite à l'agriculture, aux anciens combattants, à la culture, à quoi que ce soit. Est-ce que la question se pose maintenant? Il faut nous dire où est cet argent et qu'est-ce qu'on va en faire? Et ça, on ne nous répond jamais, jamais, jamais. Or, cet argent existe, puisque des gens ont pétitionné, des gens avec, dans la signature, il y avait 40 députés. Dans la signature de cette pétition vers cette fondation. Il y avait 40 députés. Donc, ils ne signent pas sans savoir quand même, ils ne sont pas idiots. J'ai bossé des années avec un député, il est assistant parlementaire, ils ne signent pas comme ça, mine de rien. Eh bien, non, toujours rien, pas d'inscription. Est-ce que, parce que nous, on le voit arriver, vous savez, je vous ai parlé de la main tendue, on ne leur tendra pas la main, et ils tendent la main et on ne leur tendra pas la main. On va nous expliquer à nous, estimez-vous heureux, hein, on vous a fait un musée là, pour vos petites misères pendant la guerre, là. Hein, voilà, et ainsi de suite. Mais si ça se trouve, le musée, les fonds, ils sont payés avec ce qui revenait aux Tziganes. Très bien, ce serait bien, ce serait un Heidelberg, si c'était le cas. Ce serait l'équivalent du Zentralrat. Ce serait fabuleux. Mais qu'on nous le dise, bordel! Excusez-moi, mais qu'on nous le dise, quoi. C'est incroyable, quoi, je veux dire. Mais qui sommes-nous? Quels sous-citoyens sommes-nous pour être traités de la sorte, après avoir traité nos parents de la sorte? Parce que les dégâts de ces camps d'internement, moi j'appartiens à la génération témoin de témoins. Je veux dire, c'était les gars qui se sont mariés avec les sœurs de ma mère, c'était des cousins, et ces types-là, nous, ces internés, dont on fait des héros maintenant, vous savez, on a fait des héros, ils ont été internés, ils ont souffert, ils ont vu le martyr, et ceci et cela. Mais nous, on les a détestés. Comment on fait, comment on s'arrange dans notre cœur, dans notre esprit pour vivre avec ça? On les a détestés. Pourquoi on les a détestés? Parce que quand ils sont rentrés, il n'y a pas eu de cellule psychologique pour s'occuper d'eux, il n'y a pas eu d'association pour s'occuper d'eux. Ces gens qui avaient été internés, ils étaient complètement détruits, totalement détruits.
Et cette destruction a fait qu'ils étaient alcooliques, ils étaient violents, ils étaient méchants, ils avaient des conduites autodestructives. Et cette violence, leurs enfants, mais quand nous nous rencontrons actuellement avec les cousins et les cousines, on ne parle que de ça. On ne parle que de ça, de leur père, de leur grand-père, qui étaient des fous furieux, parce qu'ils avaient, comme on donnait cette expression chez nous, ils avaient fait les camps. Donc, ce problème, ce n'est pas un ancien problème de bientôt un siècle, de plus de 80 ans, c'est un problème qui rebondit de génération en génération, si vous voulez, et sur lequel on aimerait un peu pouvoir parler. On aimerait parler autrement que de se parler entre nous, pas seulement entre nous, mais d'en parler avec l'État, d'en parler avec les gens. Il faut peut-être nous aider un peu. Enfin, vous le faites ce soir. Ce soir, vous nous permettez, merci Claire, et vous nous permettez ce soir d'en parler publiquement de ces questions. Sinon, on ne peut pas. Nous n'avons pas la possibilité d'en parler. Ce sont des questions très, très, très importantes. Oui. Ce que vous faites entendre, c'est qu'il faudrait un lieu comme le mémorial de la Shoah, en fait. Avec. Ça reste à définir. Mais oui. Plus petit, autrement. Nous n'avons pas la même. Non, mais en tout cas, un lieu de mémoire, un lieu de transmission, c'est quand même un lieu de transmission. Ce qu'avait demandé l'Union Romanie Internationale à sa fondation, c'était qu'en guise de réparation pour le génocide, il y ait un centre culturel Rome international qui soit fondé. Mais oui, bien sûr. Ouais. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait en Allemagne. Précisément, le Zentralrat, c'est exactement ce qu'ils ont fait en Allemagne. Et ce qui pourrait se faire à Montreuil-Bellay, pourquoi pas, à condition que, comme nous le dit Jacques Debeau, effectivement, les autorités en charge de ce mémorial entreprennent un minimum quand même de connexion et d'échange avec les personnes concernées. C'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Là, il y a un problème que, on pourrait dire par analogie de paternalisme ou de colonialisme, bien que ce ne soit pas le cas concernant les tziganes français du tout, mais il y a un problème effectivement dans la culture étatique française, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il y a une absence de considération. Et qu'on ne nous fasse surtout pas, une fois encore, une vitrine de la misère. Bien sûr. Avec un esthétisme de la misère, comme on nous a fait déjà dans quelques expositions du côté de Vincennes. La misère esthétique, ça se vend bien, par contre. Mais tout à fait. On pas que des vitrines de la misère. Il y a, si vous voulez, le besoin, peut-être que ça peut devenir... moi, j'ai une amie juive qui me dit, tu sais, Mémorial de la Shoah, j'y vais pour pleurer, ça me fait du bien. Eh ben, s'ils veulent y aller pour pleurer et que ça leur fait du bien, j'irai peut-être pour pleurer parce que ça me fera du bien. Et je veux dire, mais ça a une utilité exceptionnelle, extraordinaire. Mais ce projet, il ne faut pas se louper là-dessus. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Juste une autre petite chose, parce que Jacques, donc on vous a vu la semaine dernière avec un collègue de la LICRA et vous nous avez évoqué cette réalité qui nous a paru vraiment démentielle, alors qu'elle est d'une triste évidence. On a parlé effectivement des mémoriaux des guerres, le fait que finalement les anciens combattants tziganes, leur nom était inscrit nulle part, par essence. Enfin, c'est ce que vous nous avez dit et ça nous a vraiment frappé parce qu'effectivement, on peut difficilement construire une mémoire et une forme d'intégration nationale sans que les noms, sans qu'il y ait une connexion avec des territoires. Oui, ça vient parce que comme ils étaient nomades, on a eu les carnets nomades juste avant la guerre, de 1913, fin 1912 et tout 1913. Comme ils étaient nomades, mais à l'époque, ils n'étaient pas rattachés à des communes, et bien, quand ils sont morts, ils ne sont pas inscrits sur le monument de la commune. La petite commune où j'habitais, il y avait 283 habitants, j'étais gamin, on savait par cœur les mômes, on savait par cœur, les 30 ou 40 soldats morts pendant la guerre de 14. Mais
comme les voyageurs, ils n'étaient pas rattachés à des communes, eh bien, ceux qui sont morts, on les a mis nulle part. On les a mis nulle part. Et moi, c'est parce que j'avais une tante dont c'était le cas. Elle avait perdu ses 2 fils comme ça. Enfin, une tante. Oui, si, enfin, grand-tante, une soeur à mon grand-père. Elle avait perdu ses 2 fils comme ça. Et ils étaient nulle part. Comme ça, parce qu'ils n'étaient pas rattachés à une commune. Donc, chez la commune, elle avait demandé à des communes. Elle a dit, on est tout le temps là avec la caravane. Il faudrait les mettre là, mes enfants. Ils n'ont pas voulu. C'était dur, hein. Mais c'est vrai que ces lieux, ils ne veulent pas nous voir. Ils veulent nous faire disparaître quand on est vivant. Allez, foutez le camp, dégagez, partez. Allez-y, partez, ils ne veulent pas nous voir. Mais on en arrive même, et c'est dans un registre beaucoup plus intense, beaucoup plus cruel encore, les nazis ont fait, c'est-à-dire faire disparaître les vivants et faire disparaître les morts ensuite. Est-ce que je veux dire, même les morts, on les fait disparaître, quoi. Je veux dire, les morts, on a besoin qu'ils puissent rester, quoi. Voilà, ils ont des tombes et des endroits où ils traitent encore les gens d'étrangers au village. Ici, autour de chez moi, en Brest, si on va au cimetière, et on y va, puisqu'on va aux enterrements les uns les autres, mais il y a déjà 4, 5, 6, 7 générations d'enterrés dans ces cimetières de village en Bresse. Et on dit à leurs descendants, quand ils ont 20 ans, mais t'es pas d'ici, toi, t'es un Romano. Voilà. C'est dans les cas les plus durs. Il y a aussi des villages en Bresse où il y a des gens du voyage dans le conseil municipal. Pas en tant que gens du voyage, mais parce que c'est la Françoise ou c'est la Martine, et puis elle est sérieuse, elle est vachement bien, et puis le maire est bien au-dessus de la liste, et puis du coup, tout le monde vote comme ça. Mais il y a aussi ça, hein. Il y a des côtés sympas aussi dans notre vie, hein. Bien, on s'achemine vers la fin de notre temps de travail, j'allais dire, avec vous. En tout cas, merci infiniment d'avoir témoigné, exposé, raconté, c'est très important. Et c'est donc, voilà, ça sera diffusé sur les réseaux, en tout cas sur la chaîne YouTube. Et le génocide des Tziganes, merci beaucoup, Emmanuel. Le livre vient de sortir. Formidable, merci Il y a beaucoup. quelques mois. Il y a une postface de Jacques Debeau dedans. Il y a une préface de Olivier Manoni, Très bien, traducteur de très Hitler. bien. Et donc, vous pouvez le trouver en le réclamant à vos libraires. Nous C'est le le dit- seul livre disponible en français qui fait une synthèse accessible à tout le monde sur Merci la question beaucoup. du génocide européen. Merci beaucoup. On va le diffuser sur notre newsletter du RRA. Merci infiniment à vous deux. Merci à ceux qui sont intervenus, Emmanuel, Isabelle, Philippot, et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.